En principe, Nietzsche adorait les auteurs français. Il écrit d'ailleurs dans Par-delà le bien et le mal. La France est aujourd'hui encore le siège de la culture la plus spirituelle et la plus raffinée d'Europe et la haute école du goût. Bon, après, il nuance quand même un peu lui-même sa déclaration puisqu'il poursuit sa phrase en écrivant « Mais il faut savoir trouver cette France du goût, ceux qui en font partie sont bien cachés ». Sous-entendu, bon, c'est pas non plus tous les Français qui savent faire preuve de raffinement et de bon goût. Néanmoins, j'ai envie de dire que si on en trouve déjà quelques-uns qui sont capables du goût le plus sûr, pour un esprit aussi aristocratique que Nietzsche, c'est presque déjà beaucoup et ça suffit à lui donner une bonne opinion de la France et de ses auteurs. Par exemple, il adorait Stendhal qu'il qualifiait de « l'homme qui, de tous les Français de ce siècle, a peut-être eu les yeux et les oreilles les plus riches de pensée ». Seulement, son admiration pour les Français avait des limites, et s'il y a bien un écrivain que Nietzsche méprisait plus que tout, c'est notre cher Gustave Flaubert, auteur de Madame Bovary. Alors, qu'est-ce que Nietzsche reprochait exactement à Flaubert, au point qu'à chaque fois qu'il écrivait son nom dans un ouvrage, c'était pour le critiquer vigoureusement? Eh bien, c'est ce que je vous propose d'étudier dans cette vidéo, et spoiler, je vous préviens, au-delà du drama dont je me sers pour attirer votre attention, les raisons pour lesquelles Nietzsche détestait Flaubert vont surtout nous permettre de mettre le doigt sur une divergence philosophique au sujet de l'artiste et de la création. Bon alors, autant le dire, Flaubert et Nietzsche, ce sont a priori deux visions différentes de la figure de l'artiste et de la démarche artistique. En fait, Flaubert estimait que, idéalement, l'artiste devrait s'effacer de son œuvre, et c'est ce qu'il explique notamment dans une lettre adressée à George Sand en 1875. Quant à mes manques de conviction, hélas, les convictions m'étouffent. J'éclate de colère et d'indignation rentrée, mais dans l'idéal que j'ai de l'art, je crois qu'on ne doit rien montrer des siennes et que l'artiste ne doit pas plus apparaître dans son œuvre que Dieu dans la nature. L'homme n'est rien, l'œuvre tout. Donc ce qu'on peut comprendre ici, c'est qu'il refuse de mettre ses convictions, ses idées dans ses livres. Pour reprendre une formule qu'il écrivait également dans une lettre en 1852, soit déjà une vingtaine d'années plus tôt, le public ne doit rien savoir de nous. Et à vrai dire, cette philosophie vis-à-vis de l'écriture et plus généralement de la création colle à son parti pris réaliste. En soi, pour Flaubert, un roman ne tire pas ses qualités ou son originalité de la personnalité de l'auteur, mais de la façon dont il décrit la réalité. Plus concrètement, chez Flaubert, tout ça se manifeste par un style qu'il veut impersonnel et objectif, dans le sens où, plutôt que de donner la primeur à son point de vue en tant qu'auteur, il préfère se mettre en retrait pour valoriser ses personnages et ses intrigues. Au passage, ce qui caractérise aussi sa démarche en termes d'écriture, c'est qu'il passe du temps à faire des recherches pour décrire avec le plus de justesse possible et en même temps le plus de détachement tout ce qu'il observe. C'est donc pour ça qu'il s'intéresse beaucoup à la psychologie humaine et qu'en même temps il se refuse à tout jugement moralisateur dans ses œuvres pour laisser le lecteur tirer ses propres conclusions quant aux histoires qu'il lit. Or, tout ça, toute cette philosophie de l'impersonnalité de l'artiste qui s'efface dans son œuvre, ça déplaît profondément à Nietzsche qui estime qu'au contraire, un artiste doué, fort, libre, doit assumer sa subjectivité et sa singularité et les mettre volontairement dans son travail parce qu'il voit là un moyen de s'affirmer, de s'affranchir des normes collectives et de devenir véritablement unique. En gros, chez Nietzsche, il y a toujours cette idée que pour devenir un esprit fort et véritablement libre, il faut s'extraire de la masse, il faut sortir du troupeau pour affirmer son individualité, dans le sens sa singularité. Du coup, quand Flaubert déclare que l'homme n'est rien, l'œuvre tout et qu'il faut s'effacer de son œuvre, ça lui déplaît profondément et ça pose entre guillemets les bases de l'aversion de Nietzsche envers Flaubert. Et c'est pour ça qu'il écrit dans Nietzsche contre Wagner « À l'égard des artistes de toute espèce, j'use désormais de cette distinction fondamentale, est-ce en l'occurrence la haine contre la vie ou le surplus de vie qui est devenu créateur ?» Chez Goethe, par exemple, c'est le surplus qui est devenu créateur, chez Flaubert, c'est la haine. Flaubert, réédition de Pascal, mais sous forme d'artiste, avec au principe ce jugement d'instinct. Flaubert est toujours haïssable, l'homme n'est rien, l'œuvre est tout. Il se torturait quand il écrivait, tout à fait comme Pascal se torturait quand il pensait. Tous deux avaient des sentiments non égoïstes. Alors qu'est-ce que Nietzsche veut dire par là ? Eh bien il considère qu'il y a deux types d'artistes, ceux qui célèbrent la vie, comme Goethe, et ceux qui la haïssent, comme Flaubert. Et pourquoi Flaubert haïssait la vie selon Nietzsche ? Eh bien parce qu'en disant que l'homme n'est rien, l'œuvre est tout, en s'effaçant de sa création, il se nie lui-même, et il se prive de la joie, de la force qu'il pourrait ressentir s'il consentait à exprimer sa singularité. Pour Nietzsche aussi, Flaubert se rapproche de Pascal qui disait « le moi est haïssable » et il reproche autant à l'un qu'à l'autre de faire preuve d'une sorte de fatigue, de dégoût d'être soi, parce que ni l'un ni l'autre, selon lui, n'osent assumer leur singularité. Bref, vous le comprenez, par ses idées sur la création, Flaubert incarne ici l'exact
l'exact opposé de la philosophie nietzschéenne. Et c'est pour ça que Nietzsche, à chaque fois qu'il parle de Flaubert, ne peut pas s'empêcher de lui glisser un petit tacle. Par exemple, dans le Crépuscule des idoles, il cite Flaubert qui dit « On ne peut penser et écrire qu'assis ». Et Nietzsche réagit alors très sévèrement en écrivant « Ton compte est bon, nihiliste, resté vissé à sa chaise, voilà justement le péché contre le Saint-Esprit, seuls ont de la valeur les pensées venues en marchant ». Alors parfois, Nietzsche utilise aussi une expression qu'on traduit en français par cul de plomb pour caractériser en fait ce phénomène d'immobilité qu'il critique, dans le sens où rester assis sur une chaise, pour Nietzsche, c'est le symbole d'une négation, d'un refus de la vie. Un artiste qui haït la vie reste sur sa chaise, dans une position qui fige tout autant son corps que sa pensée, tandis qu'un artiste qui aime la vie met son corps et sa pensée en mouvement, il marche, il explore le monde, il fait des expériences, bref, pour le dire simplement, il vit. Donc pour Nietzsche, les pensées qui ont vraiment de la valeur sont celles qui viennent en marchant, parce que quand on marche, on est en mouvement, on s'ouvre à la vie, alors que quand on est assis, on est immobile, on est dans une position fermée. Bref, là encore, gros désaccord idéologique entre Nietzsche et Flaubert. Et pour vous montrer vraiment à quel point Nietzsche pouvait avoir la dent dure contre l'auteur de Madame Bovary, je vous cite encore un passage de Par-delà le bien et le mal. Les psychologues de France, mais y a-t-il encore aujourd'hui des psychologues ailleurs, n'en ont toujours pas fini de savourer à fond le plaisir aigre et multiforme qu'ils prennent à la bêtise bourgeoise, un peu comme si... Bref, ils trahissent quelque chose ce faisant. Flaubert, par exemple, le bon bourgeois de Rouen, finit par ne plus rien voir, entendre et goûter d'autres. Ce fut sa manière de se torturer lui-même et son genre de cruauté raffinée. Alors là, ça vaut le coup de s'attarder sur ce passage parce qu'en fait, il est très intéressant. D'abord, ce que fait Nietzsche ici, c'est qu'il commence par évoquer les psychologues de France, qui est en fait une formule qui sert à désigner ces écrivains français qu'il admire souvent pour la pertinence de leurs analyses. Mais ce qu'il souligne avec une certaine ironie, c'est qu'en même temps, ces écrivains prennent un certain plaisir à observer et dénoncer le conformisme, la médiocrité, la sottise de la société bourgeoise. Et en fait, Nietzsche suspecte que ce petit plaisir n'est pas totalement innocent. Il révèle quelque chose sur ces écrivains, comme Flaubert, qui était très critique vis-à-vis de la bourgeoisie. Madame Bovary, par exemple, c'est un livre très critique envers les bourgeois. Et donc, en gros, pour Nietzsche, quand Flaubert critique la société bourgeoise, il révèle une part de sa propre psychologie, il trahit quelque chose comme peut-être une forme de ressentiment ou de frustration. D'ailleurs, Nietzsche le qualifie ironiquement de bon bourgeois de Rouen pour rappeler que, en dépit de ses critiques envers la société bourgeoise, Flaubert venait bien de ce milieu. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, c'est surtout que, selon Nietzsche, la critique de Flaubert envers la bourgeoisie vire tellement à l'obsession qu'il finit par ne plus rien voir, plus rien entendre et ne plus rien goûter d'autre. Et là, comment le dire autrement si ce n'est en soulignant que ce que Nietzsche reproche à Flaubert ici, c'est d'être finalement ce qu'on appelle aujourd'hui un hater. En gros, pour Nietzsche, c'est ok de critiquer, mais on ne peut pas tourner toute sa vie, tout son art autour d'un ressentiment pour quelqu'un ou quelque chose. Du coup, si Flaubert est dans la position d'un écrivain qui passe son temps à critiquer la société bourgeoise comme un petit hater plein de ressentiment et de frustration, il n'est pas dans ce que Nietzsche prône, c'est-à-dire dans l'affirmation de soi. En fait, il est au contraire dans le nihilisme, dans le sens où il se complaît dans la négativité, le refus de la vie, et en faisant ça, finalement, il se définit surtout en opposition à ce qu'il méprise, plutôt qu'en accord avec ceux qu'il aime. Et du coup, le fait de se mettre dans une position de hater, qui passe son temps à critiquer quelque chose et à se définir contre cette chose, eh bien c'est une forme de torture pour le hater lui-même, qui se condamne à ressasser sans cesse ce qu'il méprise et qui se perd dans la critique au lieu de s'affirmer lui. Néanmoins, sur ce, maintenant qu'on a dit tout ça, est-ce que les critiques de Nietzsche envers Flaubert sont elles-mêmes si légitimes que ça? Eh ben j'ai envie de dire, à mon sens, pas tellement. Alors d'un côté, personnellement, je me retrouve beaucoup dans l'idéologie de Nietzsche sur la position de l'artiste, je suis plutôt en accord avec ses idées, enfin celles dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Pour moi, c'est bien plus intéressant pour un artiste d'assumer sa singularité que de tomber dans l'impersonnalité. D'autre part, je le précise, Nietzsche est un philosophe lui-même très critique, par contre, je comprends bien qu'il est dans une position bien différente de celle qu'il reproche à Flaubert, dans le sens où quand Nietzsche critique, c'est pas seulement pour se moquer ou dénigrer ou se sentir gratuitement supérieur, c'est pour amener un propos. La critique chez Nietzsche sert la création, là où selon lui chez Flaubert, elle sert le ressentiment, et ça c'est quand même une différence de taille. Et attention, quand je dis elle sert la création, c'est pas la création au sens artistique, mais plutôt au sens intellectuel, individuel, moral. Nietzsche est dans une démarche d'affirmation de soi, de création de valeur, tandis que Flaubert, encore une fois selon lui, est juste dans l'aigreur. Cependant, je dois quand même avouer une chose, je trouve que Nietzsche abuse quand même un peu avec ses critiques contre Flaubert. D'abord, je le trouve inutilement dur et sévère dans le sens où il s'attaque à lui quand même assez férocement alors qu'il n'a pas besoin de ça pour affirmer ses idées. Ça, c'est un truc qui me saoule un peu chez Nietzsche. J'aime bien le côté on s'affirme et parfois je comprends qu'on est obligé de s'affirmer au détriment des autres, c'est-à-dire d'écraser les pieds pour s'affirmer dans le sens où il y a des situations, c'est comme ça, notamment lorsqu'on nous attaque ou si on n'écrase pas les pieds des autres, si on ne montre pas un peu les crocs, on se laisse faire
et c'est nous qui nous faisons écraser, c'est nous qui nous faisons manger. Mais là, dans ce cas précis, Flaubert a rien fait contre Nietzsche et Nietzsche à plusieurs reprises se moque de lui et c'est juste une question de forme, mais sur la forme, j'aime pas la manière dont Nietzsche parle de Flaubert et le prend de haut. Bon après c'est comme ça, Nietzsche a ouvertement un côté très aristocratique, il a un peu un côté où il se sent supérieur aux autres, et ça fait partie de sa philosophie, mais des fois j'avoue que c'est un peu chiant. Ensuite, là où je prends aussi de la distance vis-à-vis de Nietzsche, c'est finalement sur la question, est-ce que Flaubert nourrissait vraiment tant de ressentiment pour la société bourgeoise? Ok, il était très critique envers ce milieu, mais est-ce que sa critique est vraiment du nihilisme, du ressentiment, de la haine, comme le suggère Nietzsche, ou est-ce qu'au contraire, un peu comme Molière le disait pour présenter son travail au roi, le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant, j'ai cru que, dans les emplois où je me trouve, je ne pouvais rien faire de mieux que d'attaquer, par des peintures ridicules, les vices de mon siècle. Bref, est-ce que Flaubert ne serait pas plutôt un moraliste qui dépeint les vices de sa société pour mieux la faire réfléchir? Bah pour être franc, j'ai pas la réponse, je suis un peu mitigé là-dessus. Limite, il faudrait que je lise encore un peu plus Flaubert pour me faire une vraie opinion sur ce sujet, mais je le mentionne juste pour dire que je prends pas non plus pour acquis toutes les critiques de Nietzsche qui ont peut-être un côté exagéré. D'autre part, pour en revenir à ce que je disais un peu plus tôt dans la vidéo, sur cette fameuse divergence idéologique entre d'un côté chez Flaubert l'artiste qui doit s'effacer de son œuvre et de l'autre chez Nietzsche l'artiste qui doit affirmer sa singularité, il y a un truc qui me titille, c'est que dans le fond, Flaubert ne s'est jamais vraiment effacé de son œuvre. Quand on lit du Flaubert, il y a quand même un style Flaubert qui se dégage, et même s'il ne dit pas explicitement ce qu'il pense dans ses romans, il y a toujours mis son point de vue. Madame Bovary, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas un roman particulièrement objectif sur la condition bourgeoise, au contraire, c'est un roman dont le parti pris est de critiquer la bourgeoisie. Et dans une lettre à Louise Collet, Flaubert reconnaissait d'ailleurs que finalement, il a bien mis de lui-même dans ses livres. Je me suis toujours défendu de rien mettre de moi dans mes œuvres, et pourtant j'en ai mis beaucoup. J'ai toujours tâché de ne pas rapetisser l'art à la satisfaction d'une personnalité isolée, j'ai écrit des pages fort tendres sans amour et des pages bouillantes sans aucun feu dans le sang. Un peu plus tôt dans la vidéo, je vous avais cité un passage aussi où il disait que l'artiste ne doit pas plus apparaître dans son œuvre que Dieu dans la nature. Mais il y a une autre lettre où il reprend cette comparaison et où il la présente cette fois un peu différemment puisqu'il écrit « L'auteur dans son œuvre doit être comme Dieu dans l'univers, présent partout et visible nulle part ». Bref, là où je veux en venir, c'est que dans le fond, Flaubert apparaît dans ses romans et il le savait. En vérité, son idée de s'effacer, c'est plus une question de subtilité. En gros, il considère qu'en tant qu'auteur, il ne doit pas dire explicitement ce qu'il pense. Mais en fait, quand on y regarde bien, ses histoires sont imprégnées de son point de vue. Certes, il ne dit jamais au lecteur ce qu'il devrait conclure ou penser, mais il met en scène des histoires qui servent son propos et qui mènent assez naturellement à des déductions qu'il a choisies. En fait, il applique un conseil que les auteurs américains résument souvent par la formule « show, don't tell », qui veut dire grosso modo qu'il vaut mieux montrer plutôt que dire. Donc par exemple, Flaubert trouve que la société bourgeoise de son époque est hypocrite parce qu'elle célèbre le mariage comme un accomplissement ultime, alors que, selon lui, ça conduit souvent à l'ennui et à la dépression. Seulement, plutôt que de consacrer des pages à la critique de la conception même du mariage et de dire ouvertement que le mariage mène à l'ennui, eh bien il met en scène une femme, Emma Bovary, qui, au début de l'histoire, est bercée d'idées romantiques sur le mariage, et qui, après s'être mariée, découvre la décevante réalité de la vie conjugale entre routine, ennui et absence de passion. Donc bref, si je dis tout ça, c'est bien pour souligner que le parti pris de Flaubert de s'effacer totalement de son œuvre, il n'existe pas vraiment. Flaubert apparaît bel et bien dans ses romans, et comme on le voit dans les quelques citations que je vous ai partagées, il en était conscient. C'est pour ça qu'à mon sens, Nietzsche s'attaque bien plus dans ses critiques à un Flaubert idéologique qu'à un Flaubert historique, et encore, il s'attaque à un Flaubert idéologique incomplet, puisque, comme on l'a vu, il reconnaît dans certaines lettres qu'il met bien de lui-même dans ses œuvres. Et d'ailleurs, quand Flaubert écrivait à Baudelaire pour commenter ses Fleurs du Mal, il lui disait « Vous ne ressemblez à personne, ce qui est la première de toutes les qualités ». Et ça montre quand même, selon moi, que, dans le fond, Flaubert est un partisan, comme Nietzsche, de la singularité de l'artiste. Pour Flaubert comme pour Nietzsche, il y a l'idée que plus un artiste est unique, mieux c'est. Alors après, peut-être que Nietzsche ignorait ces subtilités de la pensée de Flaubert, qui, au passage, est quand même assez contradictoire, parce que si on s'en tient seulement aux citations que je vous ai partagées en début de vidéo, on pourrait se dire que Flaubert effectivement se refuse à toute singularité, alors que c'est pas vraiment le cas. Mais bon, Nietzsche n'a peut-être pas forcément lu toute la correspondance de Flaubert non plus, donc il pouvait pas forcément tout savoir. Quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que dans cette histoire, d'un côté on a un Flaubert un peu vague et contradictoire dans ses idées sur la création, et de l'autre on a un Nietzsche un peu trop colérique à mon goût contre Flaubert. D'autant qu'en plus, s'il y a bien un truc qu'il faudrait souligner et dont Nietzsche ne parle jamais, c'est que Flaubert écrit quand même vachement bien. Malheureusement, je sais pas du tout ce que Nietzsche pensait des romans de Flaubert parce que j'ai pas trouvé de commentaires, notamment dans sa correspondance à ce sujet, mais en tout cas, pour un amoureux des arts et de la littérature comme Nietzsche, à mon sens, Flaubert, ça reste un auteur de très
très bon goût et il faut le souligner. Sur ce, c'est tout pour moi pour cette vidéo et ces quelques réflexions. Comme d'habitude, si ça vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner, à activer la cloche et je vous dis à bientôt.